Nous avons maintenant terminé la partie fondamentale du cours et allons aborder les maladies infectieuses. Cette partie est essentiellement descriptive et nous allons aborder maintenant les microbes selon leur pathogénicité et leur association à des maladies appelées les maladies infectieuses. Nous l'avons dit à plusieurs reprises dans ce cours, l'exposition à un agent infectieux, une bactérie, un virus, un parasite caryote, ne conduit pas toujours à une infection, voire une maladie. Le développement ou non d'un processus infectieux, d'une infection, dépendra de l'immunité innée, seule ou associée à l'immunité adaptative. Les signes biologiques, encore appelés les phénotypes biologiques, et ou les signes cliniques, pourront être détectés après établissement de cette infection et engagement d'une réponse immune. À ce stade du cours, il est important de bien définir ce que j'appelle phénotype biologique ou encore signes biologiques et les applications que ceci peut avoir dans le domaine du diagnostic, notamment le diagnostic biologique d'une infection avec ou sans maladie. Un processus infectieux peut donc être diagnostiqué de manière non spécifique par des analyses biochimiques, hématologiques, par exemple l'évaluation quantitative et qualitative des éléments figurés du sang, ou enfin une analyse cytopathologique, voire histologique. Concernant le diagnostic spécifique d'une infection, il s'agit bien sûr avant tout de mettre en évidence l'agent infectieux par des prélèvements et de mettre en évidence les anticorps spécifiques de type IgG ou IgM. Nous développerons cette partie un peu plus tard. Bien sûr, nous allons plus développer maintenant ce qu'on appelle par diagnostic spécifique, en tenant compte du diagnostic direct et du diagnostic indirect. Premièrement, pour les infections à bactéries. L'étape initiale est de détecter la bactérie, tout d'abord par un examen direct, que l'on colore avec la coloration de Gram ou une autre coloration selon l'agent pathogène. Deuxièmement, il faut cultiver, puis identifier la bactérie et l'espèce en cause, et éventuellement de réaliser une sensibilité aux antibiotiques. Ce test est appelé antibiogramme. Ces méthodes sont plus ou moins longues, et parfois, le biologiste préfère utiliser des techniques de détection directe des antigènes de la bactérie au sein des prélèvements, ou mieux, des détections des acides nucléiques des bactéries par une réaction de PCR, c'est-à-dire par amplification de certains gènes de la bactérie. Dans certains cas, le biologiste peut détecter des anticorps spécifiques de bactéries. Ces anticorps seront détectés au niveau du sérum. C'est pour ça que cette détection est appelée souvent détection par sérologie. Concernant les virus, l'approche est la même, mais les techniques seront différentes. Tout d'abord, la détection du virus peut se faire par isolement du virus, en culture cellulaire ou en culture tissulaire, ou bien, mais ceci est une technique relativement compliquée, visualiser les particules virales par microscopie électronique. Ces techniques sont lourdes, c'est pour ça que les biologistes préfèrent utiliser des détections directes des antigènes viraux ou bien des séquences d'acides nucléiques, soit ARN pour les virus à ARN ou bien ADN pour les virus à ADN. Dans le cas des virus, la détection des anticorps est extrêmement utile. Dans ce cas-là, une infection virale pourrait être objectivée par une augmentation significative au cours du temps des IgG spécifiques ou bien la détection des IgM spécifiques sur un seul prélèvement. Mais revenons à ces notions d'infection et de maladie. Pour cela, je vous demande de vous remémorer cette figure que nous avons déjà vue auparavant et qui montre les étapes des interactions de l'hôte avec son environnement au cours d'une infection par un microbe. Nous avons défini ce qu'on appelle l'exposition aux micro-organismes, l'installation des réponses immunitaires, innées et adaptatives, et les facteurs d'environnement, les facteurs d'hôte, le tout pouvant aboutir à ce que j'ai appelé des phénotypes biologiques et des phénotypes cliniques. Pour aller plus dans le détail, on peut définir comme infection le processus complexe qui va de l'exposition à l'agent infectieux jusqu'au développement d'une maladie infectieuse, avec symptômes, et ce processus va être sous la dépendance du contrôle de l'hôte et de l'environnement, comme nous venons de le voir. Les facteurs d'hôte peuvent être génétiques, par exemple des mutations au niveau d'un gène impliqué dans l'immunité anti-infectieuse,
ou non génétiques. Par exemple, la présence de lésions cutanées ou d'une autre maladie intercurrente. Les facteurs d'hôte peuvent jouer également au niveau de l'exposition. Dans ce cas-là interviennent le rôle des barrières cutanées ou muqueuses, ou bien au niveau de l'infection par le micro-organisme. Dans ce cas-là, nous verrons le rôle de l'immunité innée et adaptative, et donc le rôle de la réaction inflammatoire. Enfin, les facteurs environnementaux peuvent être microbiens, c'est ce que nous allons définir par facteurs de virulence, ou bien ces facteurs peuvent être liés au mode d'exposition, l'influence de l'air, de la température ou de l'humidité, et peuvent avoir un impact à chaque stade de l'infection. En résumé, et ceci est très important, une maladie va être la conséquence, appelons ça un dérivé, de la réplication d'un pathogène dans des conditions définies. Le plus souvent, les agressions au niveau de l'hôte, ce qu'on peut appeler une maladie infectieuse, ne sont pas la conséquence directe de l'action du pathogène. C'est le résultat d'une réaction forte du système immunitaire face à l'infection. Sur les milliers, voire les millions de microbes qui nous environnent, seuls quelques micro-organismes, disons une centaine, peuvent provoquer des infections et des maladies plus ou moins graves. Ils sont appelés pathogènes ou agents pathogènes. Cette image vous donne quelques exemples d'agents pathogènes. En bas à gauche, par exemple, un agent parasitaire, l'agent de la maladie du sommeil, du genre Trypanosoma. C'est un pathogène très violent, de même que le virus Ebola, dont on voit ici une image en microscopie électronique. À droite, en haut, nous voyons une coloration de Dzil, pour colorer le bacille de la tuberculose. Un agent pathogène, bien sûr, associé à une maladie à forte incidence, la tuberculose. Et en bas, le pneumocoque. Ici, c'est une coloration au gramme, on voit très bien la bactérie avec sa capsule. Par cette diapositive, je voudrais insister sur, d'une part, une définition absolue de la pathogénicité, que l'on pourrait définir par l'agressivité du pathogène. Dans ce cas-là, ce caractère absolu peut être lié à l'élaboration de toxines par la bactérie, ou le caractère d'envahissement des tissus grâce à des enzymes bactériennes, ou à la destruction des cellules, notamment par l'effet cytopathogène des virus. Mais ce caractère de pathogénicité peut être relatif. Ainsi, souvent d'ailleurs, il est déterminé par notre état de santé général, la fatigue, le stress, d'autres maladies associées ou un mauvais état général. Également, cette pathogénicité peut être sous la dépendance de la rapidité de notre immunité innée et adaptative. Deux exemples. Tout d'abord celui du méningocoque, Neisseria meningitidis, qui dans quelques cas, dont l'épitempéré, peuvent être associés à des méningites graves qu'on appelle les méningites cérébrospinales. Cette bactérie peut être portée chez des individus sans symptômes. On parle alors de portage sain. Dans certains cas, ces porteurs sains peuvent développer une maladie, voire mourir. Ceci sous des influences diverses, le climat, l'état général. Donc ça, c'est le caractère relatif de la pathogénicité. L'image en bas vous montre un autre exemple, celui du bacille de la tuberculose, Mycobacterium tuberculosis. C'est effectivement un agent pathogène, puisqu'il est associé à la tuberculose, qui fait 2 millions de morts par an, mais il existe également des porteurs sains de cette bactérie. On estime à peu près un tiers de l'humanité porteur de cette bactérie. Environ 2 milliards de sujets sur notre Terre sont porteurs de cette bactérie. Ce que nous venons de voir pour les bactéries est également vrai pour les virus. La plupart des infections virales sont inapparentes. C'est ce que j'ai voulu montrer par cette image de l'iceberg, montrant que la plupart des infections virales sont inapparentes, c'est la face immergée. Et seulement certaines sont associées à des maladies et des symptômes. Prenons quelques exemples de maladies virales. Premièrement, la poliomyélite, une maladie virale associée à un virus, le poliovirus. Nous voyons que le pourcentage de maladies
suite à une infection est plutôt rare. En effet, 0,1 à 1% des infections à ce virus aboutissent à une maladie, la poliomyélite. Deuxième exemple, une infection à Epstein-Barr, chez les enfants de 1 à 5 ans, ne sera symptomatique que dans 1% des cas. En revanche, le même virus, chez des jeunes adultes, disons entre 15 ans et 30 ans, sera symptomatique cette fois-ci dans 30 à 75% des cas. Dans ce cas-là, la maladie associée sera appelée mononucléose infectieuse. De même, une infection par le virus de la rubéole sera symptomatique dans 50% des cas. La même chose est observable pour la grippe, et encore plus vrai pour certains virus, comme le virus de la rougeole, qui donne une maladie dans 99% des cas. Également, ceci est observé pour d'autres maladies comme la rage ou l'infection par le VIH sans aucun traitement. Tous ces exemples que je vous ai montrés vous montrent bien le caractère absolu et relatif de la pathogénicité. Et si on peut prendre une image, on peut dire qu'au stade aigu de l'infection, il s'agit d'une course entre l'hôte, que l'on voit ici avec cette planche à voile, c'est-à-dire via son immunité, et l'agent pathogène, symbolisé par cette énorme vague. Si l'immunité n'est pas assez rapide, ou si l'agent pathogène se divise ou se réplique plus vite, il y a une maladie, représentée par ce surfeur éjecté de sa planche à voile ou de son surf. Ainsi, cette grande variabilité dans l'expression clinique est quelque chose qui est surtout observé pour les virus. Dans les diapositives qui suivent, nous allons ainsi voir les différents scénarios d'infection virale. Tout d'abord, on peut citer le cas des infections qui sont autolimitées, et ceci est représenté dans l'image du haut. Dans tous les cas de figure, les schémas que vous allez voir représentent la charge virale que l'on peut mesurer, soit au niveau du sang, soit au niveau des tissus infectés, en fonction du temps. Dans ce premier exemple, nous allons décrire les infections aiguës qui guérissent d'elles-mêmes. On les appelle autolimitées. On voit très bien que dans une phase initiale, vous avez une charge virale qui augmente, le pic est souvent associé à la maladie, puis ensuite l'immunité entre en jeu et aboutit à la guérison. C'est le cas par exemple d'infections à virus, comme les diarrhées à rotavirus, le virus de la grippe, la rougeole, ou encore une hépatite B dans 90% des cas. Après la guérison, dans tous ces cas-là, il y a élimination du virus. La situation va être différente pour d'autres virus, qui, après une phase aiguë, associée à une maladie, peut être suivie d'une guérison, mais le virus ne va pas être éliminé. Il va persister dans l'organisme sous une forme infectieuse, avec élimination intermittente ou continue. C'est par exemple ce qui se passe pour le virus d'Epstein-Barr. Dans 95% des cas, ce virus va donner une infection primaire, symptomatique ou non. Dans les formes symptomatiques apparaissant chez le jeune adulte, on aura la mononucléose infectieuse, puis une guérison, mais le virus va persister chez l'hôte pendant toute la vie de l'individu, principalement au niveau des lymphocytes B. Un autre exemple peut être donné par le virus de l'hépatite B, qui peut donner, après une hépatite, une persistance, dans 10% des cas, au niveau du foie. Dans les deux cas que nous venons de voir, le virus sera éliminé pendant toute la vie de l'individu. Pour le virus d'Epstein-Barr, le virus sera éliminé par la salive, et pour le virus de l'hépatite B, dans le sang et par les sécrétions génitales. Le troisième cas est un peu particulier. C'est le cas des infections récurrentes avec l'apparition de nouveaux variants, notamment dans le cas de la grippe. Décrivons l'image qui est en bas. Un individu peut être infecté par le virus de la grippe, avoir une maladie, la grippe, guérir, éliminer le virus, mais entre-temps le virus va changer, nous l'avons vu dans un chapitre avant, il y aura ainsi des changements antigéniques, apparition d'une nouvelle souche, un nouveau variant, et ainsi apparition d'une nouvelle maladie, puis guérison, puis changement, et ainsi de suite. Quatrième exemple, le cas des infections latentes avec réactivation, encore appelée la récurrence. C'est le cas des infections à herpès simplex virus ou infection par le virus de la varicelle et du zona. Nous avons toujours une infection primaire avec une augmentation des charges virales,
Apparition d'une maladie, puis guérison. Le virus va persister sous une forme, cette fois-ci appelée forme latente, non infectieuse. Et ce virus latent peut se réactiver et donner une maladie secondaire, souvent d'intensité plus faible par rapport à ce qui s'est passé pendant la primo-infection. Cet épisode est appelé réactivation, puis de nouveau guérison et persistance du virus, encore une fois sous une forme latente. Ainsi, il peut y avoir une dizaine de réactivations, voire une centaine de réactivations pour le virus herpès simplex. Dans le cas du virus de la varicelle et du zona, nous avons une primo-infection, la varicelle, et une seule réactivation, le zona. Pour le virus herpès simplex, l'HSV, ou encore appelé herpès simplex virus, on connaît très bien qu'est-ce qui déclenche la réactivation. En effet, le virus est latent au niveau des neurones et sous l'effet d'un stress neurogène ou un stress physique, par exemple l'exposition par les rayons ultraviolets, le virus va passer d'un état de latence à un état de réplication aboutissant à une lyse des cellules, et ceci au niveau des cellules épithéliales de la peau. Un bon exemple aussi est l'exemple du virus de la varicelle et du zona. Dans la figure, on voit un jeune enfant atteint de la varicelle, qui est une éruption au niveau de toute la surface du corps. Après guérison, le virus va migrer le long des nerfs sensoriels, puis envahir les ganglions sensitifs, par voie hématogène ou bien, comme je viens de vous le dire, par cheminement dans les fibres nerveuses sensitives. Et il va rester latent au niveau des nerfs et au niveau des ganglions. Beaucoup plus tard, ce virus peut être réactivé, souvent à l'âge adulte, voire chez le sujet âgé. Dans ce cas-là, on appelle la maladie liée à cette réactivation le zona. Encore une fois, le virus peut être réactivé, notamment par le stress neurogène. Le virus passera ainsi d'un état latent à un état réplicatif. Il va migrer en aval, le long des nerfs sensoriels. On appelle ça une progression rétrograde par le neurone sensitif jusqu'à la peau, où il provoque une éruption vésiculeuse typique du zona. Un autre scénario est représenté par les infections persistantes d'évolution lente avec un épisode aigu initial. Le cas le plus typique est l'exemple du VIH et du sida. Dans les premières étapes de l'infection, nous avons, après une phase d'incubation, la maladie au stade aigu, une primo-infection, puis une guérison. Cette guérison n'est qu'une rémission, puisque après, le virus va continuer à avoir une réplication active dans des sites privilégiés. Par exemple, pour le VIH, au niveau des ganglions lymphoïdes et au niveau des lymphocytes. Cette réplication de plus en plus active aboutit, en plusieurs années, à une maladie finale. Par exemple, dans le cas du VIH, c'est le sida. On peut donner également d'autres exemples. Dans le cas des rétrovirus, on peut citer les oncovirus associés à des leucémies. Ou bien encore, dans une rougeole sur 1000, on peut avoir une encéphalite, et dans une rougeole sur 1 million, une encéphalopathie très grave, appelée panencéphalopathie subaiguë sclérosante. Un même scénario est observé par d'autres virus, notamment des papovavirus, comme le virus JC, avec la leucoencéphalopathie multifocale progressive, ou LMP. Enfin, décrivons le cas d'infection persistante, d'évolution lente, mais cette fois-ci sans épisode aigu initial. Dans ce cas-là, il n'y a aucune phase aiguë, il y a une croissance lente du pathogène, puis une maladie finale. Un bon exemple est donné par le scénario d'une infection à prion. In fine, cette maladie, chez l'homme, peut être le courroux ou la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Chez le bovin, c'est l'encéphalopathie spongiforme bovine, et chez l'ovin, le mouton, la tremblante du mouton, appelée encore Scrapie. Selon leurs caractéristiques de pathologie ou leurs caractéristiques épidémiques, les organismes de santé publique ont défini des maladies à déclaration obligatoire, c'est-à-dire des maladies qu'il faut déclarer absolument aux organismes sanitaires. Le dispositif des maladies à déclaration obligatoire repose sur la transmission de données entre 3 acteurs
les médecins et les biologistes libéraux et hospitaliers, les médecins inspecteurs de santé publique et leurs collaborateurs au niveau des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Et enfin par les épidémiologistes de l'INVS qui signifie Institut de veille sanitaire. Il y a ainsi 30 maladies à déclaration obligatoire. Cette diapositive montre certaines de ces 30 maladies, aussi bien des maladies virales, maladies bactériennes ou maladies parasitaires. Ainsi, nous pouvons citer le chikungunya, la dengue, l'infection par le VIH quel qu'en soit le stade, d'autres infections par des virus, la poliomyélite, la rage, la rougeole, et beaucoup d'autres infections comme des infections bactériennes, comme le charbon, le choléra, la peste ou la tuberculose. Ainsi, le fait de déclarer obligatoirement ces maladies a permis de faire baisser l'incidence de la tuberculose, par exemple en France. Beaucoup d'infections sont véhiculées par l'eau ou les aliments contaminés par l'eau. Ainsi, des normes microbiologiques ont été définies en vue de la consommation des aliments et de l'eau potable. En effet, ces aliments et l'eau potable peuvent être analysés par des contrôles microbiologiques pour détecter certains pathogènes, souvent des bactéries, du genre Listeria, Salmonella, Campylobacter. Ainsi, l'eau potable va être traitée par des agents désinfectants, souvent les mêmes que ceux que nous avons vus précédemment. L'eau, également, doit être analysée pour détecter les bactéries contaminantes, souvent des entérobactéries appelées coliformes. Exemple de coliforme très connu, Escherichia coli. On peut également détecter des bactéries cocci-gram-positifs appelées Enterococcus. L'absence de ces microbes sera ainsi un bon indice de potabilité de l'eau. Les chapitres qui vont suivre seront une série d'exemples permettant d'illustrer les maladies associées aux virus, aux bactéries et aux parasites. Voyons tout d'abord les maladies associées à des virus. Elles sont très nombreuses et ont de multiples expressions cliniques. On peut citer par exemple des virus à ARN, les picornavirus, associés à des rhumes classiques, ou bien à des diarrhées, ou bien encore à des syndromes ménagers. On peut citer, deuxièmement, les virus des hépatites. Ainsi, les virus de l'hépatite A, virus de l'hépatite B et virus de l'hépatite C sont capables d'infecter les hépatocytes, qui sont les cellules constituant le foie. Ces virus appartiennent à des familles différentes les unes des autres, mais ils ont en commun leur pouvoir hépatotrope, c'est-à-dire leur tropisme pour les cellules hépatiques. Troisième exemple, voyons maintenant les virus transmis par les insectes. Nous les détaillerons dans les diapositives suivantes. Il s'agit des arbovirus, contraction du mot anglais Arthropod Borne Virus. Citons les virus grippaux, ceux des pandémies anciennes, 1918, 1957, 1968, les virus grippaux actuels, comme le H1N1, et beaucoup d'autres virus, principalement des virus associés à des diarrhées. Citons enfin des virus particuliers appartenant à une famille, les rétroviridés. Le virus le plus connu de cette famille, bien sûr, est le virus de l'immunodéficience humaine associé au sida. Mais il existe des centaines d'autres rétrovirus, notamment des rétrovirus appelés rétrovirus endogènes, qui se sont intégrés au cours de l'évolution dans nos chromosomes. Et enfin, nous aborderons le cas des virus associés au cancer. Détaillons un peu plus les arbovirus. Comme je vous l'ai dit auparavant, les arbovirus sont un type de virus ayant pour vecteur les arthropodes suceurs de sang, les moustiques, les tiques ou les phlébotomes. Ces virus ont déjà été évoqués, notamment dans le cours sur l'évolution du climat. Tout d'abord, le virus est absorbé lors du repas sanguin par le moustique, ou le tique, ou le phlébotome. Il va s'accumuler dans le mésentérone, chez le moustique,
traverser les barrières, disséminer dans les différents tissus, se répliquer, principalement au niveau de la tête et des glandes salivaires, et ensuite être transmis par une nouvelle piqûre, ou bien, chez la femelle, par l'ovaire et les œufs. Nous l'avons déjà vu, la plupart des virus détruisent les cellules qu'ils infectent et donnent ce qu'on appelle un effet cytopathogène ou effet cytopathique. Mais certains virus, au contraire, protègent la cellule, voire même la transforment. Dans ce cas-là, nous pourrons avoir des virus associés au cancer. Voici deux exemples de virus associés à des cancers. Le virus d'Epstein-Barr, que nous avons déjà vu auparavant, puisque ce virus est associé à une primo-infection très fréquente, appelée la mononucléose infectieuse. Mais ce virus peut être également associé à des tumeurs lymphoïdes, notamment chez le sujet africain. Dans ce cas-là, nous avons le lymphome de Burkitt, touchant souvent le maxillaire chez les sujets africains. Avant de développer une tumeur, le virus a infecté un lymphocyte B, puis ce lymphocyte B a été transformé, et par un mécanisme multi-étapes, ce lymphocyte B transformé va aboutir à une tumeur au cours du temps. Dans ce cas-là, il existe des cofacteurs d'évolution liés au climat ou à des infections intercurrentes, comme le paludisme. Un autre exemple de virus associés à des cancers est l'exemple des papillomavirus humains, ou encore appelés HPV. Ce sont des virus à ADN, nus, de la famille des Papovaviridae. Leur découverte a été faite dans les années 80, et ces découvertes ont abouti à la découverte du vaccin anti-HPV par Harald Thurhausen, qui a eu le prix Nobel de médecine en 2008. Un mot sur le développement de ce vaccin. On le voit sur cette image, il existe plus de 70 génotypes d'HPV, dont certains, notamment l'HPV-16 et l'HPV-18, sont associés à des cancers du col de l'utérus chez la femme. Il peut exister un portage asymptomatique de ce virus, qui dans certaines conditions peut être associé à des lésions appelées néoplasies intracervicales. Ces néoplasies intracervicales sont classées en plusieurs grades, du plus faible au plus fort, 1 à 3, puis ensuite développées en cancer. L'image en bas vous montre le support moléculaire du vaccin. Le vaccin anti-HPV, ainsi, est une protéine de la capside du virus appelée L1, protéine qui s'est échafaudée en donnant ce qu'on appelle des pseudo-particules virales, ou encore virus-like particles. Après les virus, voyons les bactéries et les maladies associées des bactéries pathogènes. La liste est très longue. Nous pouvons citer les staphylocoques, les streptocoques, associés notamment à des angines, dites angines à streptocoques, notamment des streptocoques bêta-hémolytiques. Nous avons vu ce caractère bêta-hémolytique dans un chapitre antérieur. Nous pouvons citer ensuite les Neisseria, l'agent des méningites, que nous avons déjà défini et sur lesquels je vais revenir un peu plus tard. Des maladies très graves comme le charbon, encore appelé anthrax, associées à des bactéries du genre Bacillus. Les bactéries du genre Bacillus, notamment l'espèce Anthracis, sont des agents potentiels du bioterrorisme. Les bactéries du genre Clostridium sont des bactéries particulièrement pathogènes, car elles ont la capacité d'élaborer des toxines. C'est le cas notamment de l'agent du tétanos et de l'agent du botulisme. Citons ensuite de nombreuses bactéries, les mycoplasmes, les pseudomonas, les brucella, l'agent de la brucellose, Yersinia pestis, l'agent de la peste, les hémophilus. Les hémophilus sont des petits bacilles gram-négatifs associés à des maladies du tractus respiratoire supérieur. Ensuite, Bordetella, l'agent de la coqueluche, Corynebacterium diphtheriae, l'agent de la diphtérie. Cette bactérie est également capable d'élaborer une toxine qui est le support de la maladie. Puis ensuite des bactéries un peu particulières, Mycobacterium, notamment Mycobacterium tuberculosis, l'agent de la tuberculose, ou Mycobacterium leprae, l'agent de la lèpre. Ces bactéries ont des caractéristiques de parois très particulières et ne se colorent pas au gramme. Il faut une coloration particulière, appelée coloration de Dziel. Enfin, citons les chlamydia. Les chlamydia représentent également un cas particulier. Ce sont des bactéries qui ne se divisent qu'à l'intérieur de cellules, comme le montre l'image
en bas à droite. Ces bactéries, colorées par fluorescence, montrent des inclusions cytoplasmiques bourrées de bactéries. Enfin, citons l'agent de la syphilis, Treponema, l'agent de la maladie des légionnaires, Legionella, et les rickettsia, l'agent du typhus. Les méningites à Neisseria meningitidis sont un bon exemple pour comprendre le rôle de l'environnement et du climat dans l'apparition des maladies. En France, les méningites sont essentiellement dus à Neisseria meningitidis de type B. En revanche, en Afrique, les agents responsables des méningites sont d'autres sérotypes, notamment le sérotype A, C et le sérotype W. Ainsi, en Afrique, ces méningites sont transmises sur un plan épidémique, dans ce qu'on appelle la ceinture des méningites. Enfin, les maladies à protozoaires et les maladies à champignons, qui, je vous le rappelle, sont des pathogènes eucaryotes. Comme principale maladie à protozoaires, bien sûr, il faut citer en premier lieu le paludisme, avec l'agent étiologique Plasmodium, les gastro-entérites et les diarrhées, notamment celles associées aux amibes, Entamoeba, et aux protozoaires, Giardia, et encore Cryptosporidium. On peut citer les affections à Trichomonas, qui sont des affections du système génito-urinaire, les affections à Toxoplasma, et également des protozoaires transmis par les insectes, Trypanosoma, l'agent de la maladie du sommeil, et Leishmania. Parmi les maladies liées à des champignons, nous pouvons citer Pneumocystis gyrovesi, qui est un pathogène opportuniste chez le sujet immunodéprimé, les levures du genre Candida et les maladies associées, les candidoses, les maladies associées à des moisissures, comme Aspergillus et les maladies qu'on appelle aspergillose. Ces maladies, de type infectieuse, peuvent être compliquées par des complications immunopathologiques, à type d'asthme et d'allergie. Toutes les pathologies que nous venons de voir sont des pathologies bien connues depuis des dizaines d'années. À l'heure actuelle, le profil des maladies infectieuses change. On voit ainsi apparaître de plus en plus des maladies liées à l'alimentation et à des intoxications alimentaires. On appelle ces maladies des TIAC, comme toxi-infections alimentaires communes. On observe également des maladies des animaux appelées zoonoses, voire des plantes, qui peuvent passer à l'homme. Dans le cours sur les changements du climat, on a vu également des maladies émergentes ou d'autres qui sont appelées réémergentes. Enfin, on voit apparaître des maladies chroniques, comme par exemple certaines maladies dégénératives, comme la sclérose en plaques, que certains scientifiques ont rattachées à des virus. Il en est de même que pour certaines formes de diabète qu'on a pu associer à des entérovirus, ou bien encore des microbes, bactéries ou virus associés à l'athérosclérose. Pour illustrer mon propos, beaucoup d'indices montrent que les épidémies futures proviendront de l'animal. Je laisserai de côté sur cette image le cas de la fièvre afteuse, mais j'attirerai votre attention sur certaines maladies que nous avons déjà vues également sur le cours sur le climat. Il s'agit effectivement de la fièvre de la vallée du Rift, due à un virus appartenant à la famille des Buniaviridae, qui infecte de nombreuses espèces de moustiques. Cette maladie est très contagieuse, particulièrement mortelle chez 10 à 70% des bovins. Cette maladie sévit dans les régions d'Afrique orientale, comme le Kenya, la Tanzanie ou la Somalie. On peut également citer la peste porcine. Et très récemment, nous avons vu l'importance du porc pour véhiculer certains virus grippaux. En effet, le porc peut être infecté à la fois par des virus grippaux aviaires et par des virus grippaux de mammifères, et ainsi réaliser ce qu'on appelle les réassortiments génétiques à l'origine des pandémies. Passons sur la grippe aviaire, associée à un virus, le virus grippal H5N1, hautement contagieux pour les oiseaux et pour la volaille. Ce virus a pu être transmis à l'homme et jusqu'en 2007 a donné 327 cas humains, dont 200 mortels. Enfin, le virus West Nile, ou virus de la fièvre du Nil, en progression actuellement dans les régions tempérées.